Et je vous propose donc de commencer tout de suite notre webconférence du mois par, comme il en est d'usage, donc comment dirais-je, euh, un petit quiz autour de l'actu. Donc je vous propose de lire l'affirmation, hein, je vais lire l'affirmation, et puis vous me dites ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est vrai, est-ce que vous pensez que c'est faux. Report des congés payés, donc limité à 15 mois, report limité à 15 mois pour les congés payés. Seuls les congés acquis en maladie et non en accident de travail sont concernés. Est-ce que vous avez en fait cette réglementation? On a donc un report des congés payés qui a été instauré, des nouvelles règles qui ont été instaurées. Est-ce que vous pensez que vont être concernés par ces nouvelles règles ces 15 mois donc, de report? Seuls les congés acquis en maladie ou tous les congés ou seuls ceux datés. Alors, il y a beaucoup de vrais, beaucoup de vrais, beaucoup de vrais, beaucoup de vrais, beaucoup de vrais. Euh, c'est faux. On est sur un dispositif qui va vraiment, on va le voir, hein, concerner un certain nombre de congés, tous les congés qui soient acquis en fait sur de l'accident de travail, qui soient acquis sur de la maladie, ou éventuellement même qui étaient antérieurement acquis. Un salarié malade depuis 10 ans a droit à une régule de 10 fois 24 jours de congés payés. On part du principe que donc sur un, un salarié qui est en maladie va acquérir 24 jours sur une année pleine. Alors, j'ai pas mal de faux en réponse, hein, et effectivement, c'est faux. Effectivement, c'est faux. Un salarié en maladie 2 mois sur la période d'acquisition aura un solde de 29 jours ouvrables. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai un solde de 29 jours ouvrables si j'ai été en maladie durant 2 mois? J'ai beaucoup de faux. C'est vrai. J'ai un solde de 29 jours ouvrables, hein. J'ai posé le cas pratique. On le déterminera ensemble, on le regardera ensemble tout à l'heure. On va valoriser les périodes de travail, on va valoriser les périodes de maladie, et derrière, on va cumuler le montant, enfin la somme de ces deux périodes. Congé payé, la méthode du dixième prend en compte 80% du salaire que le salarié aurait perçu lorsque celui-ci a été en arrêt maladie. La méthode du dixième, on va toujours la comparer avec la méthode du maintien de salaire, hein, pour calculer l'indemnité de congé payé. Est-ce que donc, depuis cette loi qui réforme les congés payés, il faut réinjecter dans le dixième cette période de maladie qui, précédemment, n'y était pas? C'est vrai. On a effectivement à réinjecter ces périodes de maladie dans le dixième et on va valoriser en fait ce salaire, cette période de maladie pour 80%, tout simplement parce que on va acquérir finalement 80% de droits à congé quand on est en maladie par rapport à, puisqu'on acquiert 2 jours et non 2 jours et demi, par rapport donc à un salarié qui va travailler. Prochaine affirmation que je vous propose, un employeur peut supprimer les congés payés de ses salariés si ceux-ci ne les ont pas pris dans les 15 mois de l'acquisition. Dans les 15 mois de l'acquisition. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai une suppression des droits dans les 15 mois de l'acquisition
ou est-ce que c'est une solution différente? Alors c'est relativement partagé. Heu Et non, il va pas les perdre dans les 15 mois de l'acquisition. C'est vraiment on va regarder, on va examiner, hein, les cas de report, tout de suite. On va avoir 2 cas de report, mais dans tous les cas, ce sera pas en lien, forcément avec, l'acquisition. Pour congé, hein, on change pas un sujet qui gagne, on va dire. Un salarié a 2 ans à la parution de la loi pour réclamer ses droits acquis depuis le 1er décembre 2009. Un salarié a 2 ans à la parution de la loi pour réclamer ses droits acquis depuis le 1er décembre 2009. Or, est-ce qu'on a mis en place ce délai de forclusion? Alors c'est vrai, on a 2 mois, il y a un délai de forclusion qui a été posé. On a 2 mois pour agir. Alors je préciserai quand même, tout à l'heure, ma réponse, parce qu'on va la loi, le parlement, le gouvernement, qui est rédacteur de la loi, à distinguer est-ce qu'on est toujours en cours de contrat ou est-ce on est sorti de l'entreprise. Et donc, dans le projet, dans la loi, on a distingué cette position particulière du salarié. On va voir ça. Rétroactivité, l'acquisition de 2,5 jours ouvrables en cas d'accident de travail n'est pas rétroactive. Est-ce que, de manière rétroactive, mon salarié a droit à un accident de travail à 2,5 jours sur toute la période, précédant, l'entrée en vigueur de la loi, donc, à partir de 2009? Ou, au contraire, non, il n'y a pas vraiment de raison, d'appliquer cela de manière. Là aussi, c'est, relativement partagé. L'acquisition n'est pas rétroactive, en cas d'accident de travail, c'est assez curieux. Il y a une rétroactivité qui se pose, sur, bah, l'ensemble des dispositions de cette loi, mais, le texte précise, hein, que concernant l'AT, dispositions concernant l'AT ne sont pas rétroactives. Et donc je vous rappelle, hein, précédemment à l'entrée en vigueur de cette loi, un salarié en AT ou en maladie professionnelle, parce que ça suit le même régime, il avait droit à un maintien de l'acquisition de ses congés payés durant les 12 premiers mois de son arrêt, et ensuite il y avait plus de. Donc de manière rétroactive, eh bien, on ne va pas contrevenir à cette réglementation-là. En tout cas, c'est ce que le texte nous dit aujourd'hui. Désolé. Inaptitude. Si le médecin du travail indique que l'inaptitude n'est pas en lien avec un AT, la justice peut néanmoins décider du contraire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le médecin donc dit inaptitude, RAS, aucun lien avec AT, bah, le juge peut dire bah, moi je m'en fiche de ce que dit le médecin. Finalement, c'est pas le médecin qui décide, c'est moi. On a eu une jurisprudence, qui vient effectivement, valider une inaptitude en lien avec un accident de travail, alors même que le médecin avait écrit le contraire. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. On verra cela, c'est une jurisprudence tout à fait récente, hein, du mois de mai. Donc là, on est dans le vif de l'actu et la jurisprudence, on verra, elle est écrite quand même de manière assez claire, assez, générale. Donc, on peut même se demander si, le contenu de cette jurisprudence n'est pas amené à se répéter et vraiment à faire jurisprudence. Partage de la valeur, alors ça, on est sur les entreprises de 50 salariés et plus, hein, concernant l'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
Une négociation est à ouvrir dans les entreprises de 50 salariés et plus disposant d'un délégué syndical, et ce avant le 30 juin 2024. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une blague de mauvais goût? Ouais, c'est vrai. On a effectivement dans les entreprises de 50 salariés et plus avec délégué syndical, une obligation de négociation. On en avait parlé lors de précédentes webconférences. Pourquoi je vous en parle? Alors, je vous en reparle parce que l'échéance s'approche. Et puis accessoirement, on vient d'avoir juste la parution par le ministère du Travail d'une circulaire, hein, d'un question-réponse. Et donc, bah, c'est l'occasion justement de vous rappeler. Je vous ai mis le lien dans la plaquette hein, pour aller chercher et consulter le question-réponse. Et puis, c'est l'occasion également donc, voilà, de vous rappeler cette date d'échéance. Mutuelle. Seuls les ayants droit d'un régime obligatoire famille du conjoint peuvent être dispensés d'adhésion. Alors, est-ce que mon salarié qui vient me voir pour dire, ben attendez, regardez, hein, j'ai une dispense d'adhésion parce que mon conjoint a une mutuelle obligatoire. Est-ce qu'il faut que cette mutuelle obligatoire soit famille ou pas famille? Telle est la question. Euh, la Cour de cassation avait déjà répondu. On a le bulletin officiel de la Sécurité sociale hein, qui est venu me repréciser suite à cette jurisprudence. Ben non, hein. On n'a plus cette exigence au niveau de l'URSSAF. Hein. L'URSSAF, pendant 15 ans, 20 ans, nous a dit qu'il fallait absolument, absolument, absolument avoir un régime famille obligatoire. Mais en fait, la Cour de cassation, il y a à peu près un an, nous a dit bah non. Et donc, le boss vient enfin d'être, le boss bulletin officiel de la sécurité sociale, hein, vient enfin d'être modifié sur ce point. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les passer dans le chat et j'y répondrai en live. Je vous propose de poursuivre et donc de poursuivre, on ne change pas une équipe qui gagne par bizarre les petits checks là qu'il y a eu sur le quiz. Euh, Par donc un point sur les congés payés. Un petit point synthétique, hein, et après je vous proposerai un petit cas pratique. Un petit cas pratique notamment sur les questions de report. Petit point, acquisition, report. Ce qui va changer avec cette loi, ce qui a changé, hein, puisque la loi est en vigueur depuis le 24 avril dernier, c'est l'acquisition. On a vraiment cette acquisition qui va être donc différente dans le cadre du travail, bien évidemment, je ne vais pas repréciser, hein, 2,5 jours ouvrables par mois. Dans le cadre d'un AT ou d'une maladie professionnelle, 2,5 jours ouvrables par mois. Dans le cadre d'une maladie, désormais, donc 2 jours ouvrables par mois. Donc on a ce distinguo, maladie d'un côté, 2 jours ouvrables par mois de travail, et travail réel, ou accident de travail, ou maladie professionnelle, où là on a 2 jours et demi. On vient créer avec cette loi deux règles de report qui n'existaient pas avant. Première règle de report, cas numéro 1 de report, c'est si jamais le salarié, du fait de son arrêt de travail, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, le salarié, il n'a pas pu poser tous ses congés. Hein. Il était malade. Il dépasse la date du 31 mai pour poser son solde de congé qu'il avait à prendre. En fait, il a passé la date donc de la période de prise des congés. Mais il les perd pas. La loi vient dire, ces congés-là, alors il y avait une jurisprudence qui le disait, hein, que ces congés n'étaient pas perdus. Mais là, la loi, elle dit, ces congés-là, ils ne sont pas perdus. Par contre, ils sont à prendre dans les 15 mois de la reprise
et plus précisément en cas de, dans les 15 mois suite à l'information que l'on a donnée à la reprise du salarié, donc à la fin de son arrêt. Donc, premier cas, numéro un, le salarié, il était en arrêt, peu importe la qualification, hein, maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, il n'a pas pu consommer tous ses droits qu'il avait acquis précédemment avant son arrêt. Et donc, quand il revient, bah, ces droits qu'il avait en stock avant son arrêt, eh bien, il doit les consommer dans les 15 mois de sa reprise. N'hésitez pas hein, à me passer des questions si vous souhaitez des précisions. Mon salarié, deuxième cas de report numéro 2. Mon salarié, eh bien, il est en longue maladie, en long arrêt de travail, maladie, AT ou maladie professionnelle. Et ben, en fait, il a été absent en totalité sur une période de référence d'acquisition des congés. Donc, il a été absent en totalité, par exemple, du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Et donc, il a été donc en totalité sur les 12 mois en absence, hein, et son absence va se prolonger. Ben, en fait, on a ce cas de report numéro 2 qui, lui, est tout à fait particulier parce qu'il ne nécessite pas d'informations particulières du salarié et il ne nécessite pas non plus la reprise du travail du salarié. Donc ça veut dire que dès que vous allez passer cette période de référence, je reprends mon exemple, hein, mon salarié il est absent euh, sans reprendre sur la totalité, sur les 12 mois, donc du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, mais en fait, arrive le 1er juin 2024, vous avez là automatiquement, tout seul, sans information particulière, un délai de report qui part sur ces 24 jours qui ont été acquis sur cette année de référence où le salarié donc a été totalement en arrêt. Donc, le 1er juin 2024, dans mon exemple, vous avez directement le délai de 15 mois de report qui part tout seul. Et on va le voir, mais si le salarié ne revient pas dans les 15 mois, ben, c'est fini, il les aura perdus. Si il revient, on va le voir aussi, il faudra l'informer de ces éventuels, cette date de report et de ses droits à utiliser avant tel ou tel. Sur l'acquisition. Sur l'acquisition, je vous ai rappelé les règles, hein, règles donc 2,5 jours d'acquisition ouvrable par mois de travail, 2 jours ouvrables par mois pendant l'arrêt maladie, donc 2,5 aussi, hein, on l'a dit, AT et maladie professionnelle. On a également une règle d'équivalence qui nous dit que un mois de travail égale 4 semaines ou égale 24 jours. Et dans tous les cas, ça permet aux salariés d'avoir l'intégralité de ses droits, soit 2,5, donc soit 2 en fonction de la qualification des arts. C'est le cas, je vous ai posé tout à l'heure, hein, le salarié qui est absent 2 mois sur la période, hein, combien de jours de congé il va avoir? Ben, le salarié qui est absent 2 mois dans la période, ben, il va avoir donc 10 mois, a priori, hein, s'il est absent 2 mois, c'est qu'il est 10 mois au travail. Donc 10 mois au travail, ça me fait, si on est en jour ouvrable, 10 fois 2,5, donc 25. Il a été absent en maladie 2 mois, donc il a droit à 2 fois 2, 4, 25 plus 4, 29. Il a droit donc à 29 jours de congé. Alors, bonjour, j'ai une question donc sur le chat. Bonjour, sur les arrêts de moins d'un an, l'information de report est obligatoire même pour les petits arrêts de moins d'une semaine, par exemple. Bah, en fait, comment dire?
L'obligation d'information, elle ne tient que si vous avez un intérêt particulier pour faire courir un délai de 15 mois pour que le salarié vienne utiliser ses droits. C'est en fait à votre avantage, cette réglementation-là. C'est pour l'entreprise que ça a été créé. Si vous ne faites pas partir les courriers d'information, ben, la seule conséquence, c'est que vous ne pourrez pas opposer au salarié ben, qu'il avait 15 mois pour épuiser ses droits. Vraisemblablement, là, sur un arrêt de moins d'une semaine, je vois pas effectivement est-ce que ça aurait vraiment un intérêt de faire partir le courrier? J'ai un doute, hein, j'ai un doute. Parce que le cas numéro un, pardon, je le rappelle, mais on va le revoir, hein. J'ai développé ça sur les diapos d'après. Le cas numéro un, c'est le petit arrêt, mais qui a empêché le salarié de prendre ses jours de congé. Parce que ben, son petit arrêt fait que il n'a pas pu solder son compte, son compteur au 31 mai. Alors, est-ce que vous mettez à zéro les congés payés au 31 mai ou plutôt au 1er juin de chaque année? Deux, effectivement, sur un arrêt de moins d'une semaine, je vois pas bien la conséquence, je vois pas bien l'empêchement que ça aurait pu provoquer. Justement, report. Report, donc je vous ai rappelé vraiment ces deux cas bien distincts, hein, pour pas mélanger les choses, il faut vraiment le voir comme ça. On a deux cas différents de report de congé payé. Premier cas, donc, vous avez, premier cas, un salarié qui est en maladie ou accident de travail de moins d'un an. Et en fait, cet arrêt va faire qu'il ne va pas pouvoir, il est dans l'impossibilité de solder donc ces congés qui étaient à prendre avant le 31 mai, donc avant la fin de la période de prise des congés. Mais en fait, je vous ai remis l'article. Le Code du travail nous dit, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, donc pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congé tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois. Donc, vous voyez bien ma première question tout à l'heure, est-ce que ces reports de 15 mois, ça concerne uniquement des congés acquis en maladie ou acquis en accident de travail ou acquis... non, ça va concerner tous les congés que le salarié avait sur son compteur avant son arrêt. Ces congés ils devaient être pris avant le 31 mai. Ben, il était en arrêt pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Euh, et il a passé cette période, cette date du 31 mai, il n'a pas pu solder ses congés. Ben, quand il va revenir, donc, je vais pouvoir lui remettre son petit courrier. Je ne peux pas le remettre avant, hein, je ne peux pas faire partir les 15 mois avant son retour dans l'entreprise, hein, avant la reprise du travail. Je lui donne son petit courrier, je l'informe qu'il a des droits à utiliser, tant de droits, jusqu'à telle date. OK? Le cas numéro 2, il va être plus intéressant peut-être en termes de volume de droits. Il va être aussi plus intéressant parce que il règle la question des longs arrêts, des longues maladies par exemple, où vous allez avoir le salarié qui est absent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et plus si affinité. C'est un peu la question que je vous ai posée tout à l'heure, hein. Est-ce qu'un salarié qui est absent depuis 10 ans, bah, il peut revendiquer 10 fois 24 jours ouvrables? Et la réponse était non. La réponse est non. Pourquoi? Ben parce que justement, on va avoir ce cas de report numéro 2, et ce cas de report numéro 2 va automatiquement, à un certain timing, bien évidemment, automatiquement faire courir des périodes de report de 15 mois. Par définition, bah, le salarié, s'il ne revient pas dans les 15 mois, il ne pourra pas les prendre, les congés
qui ont été comme ça étiquetés à consommer impérativement avant 15 mois, le salarié ne pourra pas les prendre et donc forcément, donc, vous allez avoir ces droits qui vont s'annuler au bout de 15 mois et ainsi de suite. Euh, Même s'il n'y a pas eu d'infos données aux salariés, oui, ce cas numéro 2 ne nécessite pas d'informations spécifiques pour le salarié. Ce cas numéro 2, donc, c'est vraiment le cas où le salarié va être en arrêt sur toute une période de référence. Hein, c'est l'exemple que je vous citais tout à l'heure. Il est absent depuis le 1er juin 2023 et il n'est jamais revenu. Eh bien, au 31 il est absent depuis le 1er juin 2023, au 31 mai 2024, hein, il m'a fait toute ma période de référence en absence pour maladie. Et bien, au 1er juin 2024, à la fin de cette période d'acquisition, va partir automatiquement, va courir automatiquement un délai de report, un délai de 15 mois. Et donc, ces 15 mois-là donnent la possibilité aux salariés de prendre les droits acquis sur la période de référence qui vient juste de s'achever. Il est certain que si le salarié ne revient pas, il ne pourra jamais les poser. S'il ne revient pas avant les 15 mois, il les aura perdus. Le salarié, par contre, il peut venir, il peut revenir. Si le salarié revient, là, ce sera une autre musique. Si le salarié revient dans cette période de 15 mois, eh bien, là, il va falloir lui donner une information. Il va falloir lui donner une information parce que, eh bien, il est en cours de péremption de droit sur sur cette période de référence où on a déjà fait partir un délai de 15 mois. S'il revient 5 mois après, eh ben, il lui restera 10 mois. Il faut l'informer qu'il lui reste 10 mois pour utiliser ces jours. Donc, cas de report, vous l'avez compris, numéro un, mon salarié, il n'a pas pu prendre tous ses jours à la fin de la période de référence. Quand il revient, je l'informe. Cette information fait partir un délai de 15 mois. Cas numéro 2, mon salarié, on est sur de la longue maladie. Il a été absent pendant plus d'un an, donc pendant toute une année de référence. Au 1er juin suivant donc la fin de cette année de référence, part automatiquement un délai de 15 mois. Si le salarié ne revient pas, le salarié a perdu. Ne revient pas dans ces 15 mois, hein. Le salarié a perdu. Si le salarié revient, eh bien, à ce moment-là, je dois l'informer. Parce que si je ne l'informe pas, ce délai de 15 mois va être suspendu le temps que je l'informe. Donc, je ne pourrai pas lui opposer. Alors, j'ai une question en direct, ce qui veut dire qu'un salarié absent en maladie 3 ans ne pourra cumuler que 15 mois de CP. Alors, c'est un peu plus compliqué. J'ai fait un j'ai fait un petit schéma. En fait, oui, chaque fois, l'acquisition, elle est sans limite. Mais l'acquisition est sans limite, mais chaque fois que le salarié a une année de référence pleine, donc là, ces droits-là qu'il vient d'acquérir, ils sont affectés de 15 mois. Et donc, passé 15 mois, c'est fini. Et ainsi de suite. Donc, il faut prendre toutes les dates précises de l'absence, toutes les dates des périodes de référence, et puis après déterminer la règle. À partir de quand le délai de report est parti, à partir de quand le salarié, enfin jusqu'à quand le salarié avait pour les prendre, et ainsi de suite. J'ai Sandy qui me pose la question. En cas de sortie pour inaptitude, on doit tout de même payer les congés acquis durant 3 ans de maladie, par exemple. Euh, on doit payer les jours qui ne sont pas prescrits. Dès lors que, il y aurait un délai de 15 mois aurait été échu, ces droits-là sont à zéro. On n'a pas de. euh, Soit je comprends pas votre question, soit on va être sur sur ce principe-là. Si j'ai pas compris votre question, n'hésitez pas à me la repréciser.
Rétroactivité. Hein, on a parlé de la rétroactivité sur cette réglementation. Je vous ai fait une petite diapo sur la rétroactivité. Rétroactivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est venu, hein, je ne l'ai pas rappelé, mais on est sur les jurisprudences donc, de décembre, pardon, du 13 septembre 2023. Et la Cour de cassation va nous dire que, au final, cette réglementation, elle aurait dû être appliquée depuis le 1er décembre 2009. Et c'est pour ça que la loi va indiquer qu'elle fait rétroaction, qu'elle rétroagit dans ses effets jusqu'à la date du 1er décembre 2009. 1er décembre 2009, rétroactivité de l'acquisition des 2 jours ouvrables par mois en maladie. On nous dit dans la loi, pas de rétroactivité pour l'accident de travail et la maladie professionnelle. Donc, la loi nous dit, pour la T et la maladie professionnelle, on reste sur les 2 jours et demi acquis durant les 12 premiers mois et après rien. Sur tout ce qui se passe avant le 24 avril, tout ce qui se passe avant l'entrée en vigueur de la loi. Elle nous dit également que le cumul de toute cause d'acquisition de congé, cumul sur une même période de référence, donc est limité à 24 jours ouvrables par an. Ça veut dire que si je reprends mon exemple, que j'ai travaillé 10 mois, j'ai obtenu 25 jours et j'ai eu 2 mois de maladie, en fait, dans mon exemple, le salarié avait droit à 29. Là, en rétroactivité, vu qu'il a plus de 24 ou qu'il a 24, je ne lui dois rien de plus. Les règles de report. Les règles de report sont rétroactives. Néanmoins, pour le cas numéro 1, vous n'avez pas manqué de voir qu'il fallait informer le salarié. Par définition, je n'ai pas informé mon salarié. Donc, la rétroactivité n'a pas d'effet. Certes, cette réglementation est rétroactive, mais dès lors que je n'ai pas informé mon salarié, la rétroactivité n'a pas d'effet. Cas de report numéro 2, en fait, on va avoir une rétroactivité. Et là, j'avais pas d'information à faire. Si le salarié n'est pas revenu dans les 15 mois, j'avais aucune information à faire. Tant sur le départ de ce délai de report de 15 mois, et autant qu'à l'arrivée pour dire finalement, là, les 15 mois sont passés, donc c'est zéro. Donc, si le salarié n'est pas revenu dans ce délai de 15 mois, il n'y a pas de problème. Application rétroactive. La rétroactivité n'est pas uniquement au bénéfice du salarié. Là, clairement, la rétroactivité de ces dispositions, c'est pour protéger l'entreprise. A contrario, le salarié, il est revenu, on est toujours sur un cas d'application rétroactive, mais sauf que le salarié, il est revenu. Il est revenu au bout de 10 mois de son délai de report de 15. Par définition, j'aurais dû l'informer pour pas que le délai de report soit suspendu. Comme je ne l'ai pas informé, je ne pourrais pas, sur cette période-là où le salarié est revenu et donc a cassé finalement cette période de 15 mois, je ne pourrais pas rétroactivement dire que les 15 mois sont écoulés. Cette loi est également un peu curieuse sur les aspects de prescription et d'action en justice. On vient nous dire, on vient distinguer en fait, c'est un peu formel, on ne sait pas ce que donnerait une décision de justice d'ailleurs sur ce point-là, mais on vient distinguer le salarié qui est toujours dans les effectifs, où là, on pose un principe d'un délai de forclusion de 2 ans. Donc, dès lors que le salarié est toujours dans les effectifs, il a droit à un délai de forclusion de 2 ans. Donc, il a 2 ans pour agir à compter donc, du 24 avril.
il a 2 ans pour réclamer ses droits créés donc depuis le 1er décembre 2009. S'il n'agit pas dans les 2 ans, c'est fini. Pour le salarié sorti des effectifs, ben, c'est assez curieux, mais le texte ne vise pas ce même délai-là de 2 ans, mais nous dit prescription triennale, donc prescription de 3 ans, à compter de la date de rupture du contrat de travail du salarié. Très sincèrement, la jurisprudence de la Cour de cassation me semble quand même différente et à mon sens n'a quelques risques que les juges écartent ce distinguo parce que il n'y a pas vraiment de raison juridique à se faire, à cela. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur la rétroactivité, à m'en faire part dans le chat. Je vous ai fait un petit exemple d'application, de cas de report et de rétroactivité. Ce petit exemple, bah, je vais, c'est un cas réel, hein, c'est un cas réel qui nous a été soumis ces dernières heures, et donc j'en ai tiré une petite diapo pour essayer d'éclairer tout le monde. On a un salarié qui est en arrêt maladie, il n'a jamais repris depuis son arrêt, et il est en arrêt maladie depuis le 1er juin 2020. Donc depuis le 1er juin 2020, le salarié est en arrêt. Donc, on va regarder déjà ces différentes périodes d'acquisition. Et on va essayer de caler les délais de report. Chaque fois qu'il a été en arrêt intégralement sur la période d'acquisition précédente, le délai de report part automatiquement au 1er juin de l'année. Et en fait, ça va nous donner ça. Ça va nous donner ça. Mon salarié, donc, il est en arrêt depuis le 1er juin 2020. Eh bien, au 1er juin 2021, il a bien eu ses 12 mois complets en maladie sur la période précédente. Donc, automatiquement, au 1er juin 2021, par ce délai de 15 mois, qui va me permettre d'avoir une expiration des droits au 1er septembre 2022. Mais en même temps, le salarié, il poursuit son arrêt. Donc, vous voyez, on va avoir des périodes d'acquisition qui se suivent, bien évidemment, et donc des périodes d'expiration de droits qui vont également se suivre, se chevaucher. Les droits donc acquis entre le 1er juin 2021, 31 mai 2022 vont donc eux aussi, à partir du 1er juin 2022, connaître un délai de report donc jusqu'au 1er septembre 2023. Idem pour les droits 2022-2023 qui, eux, expireront au 1er septembre 2022. 4, hein, pas 23, pardon. Il y a eu une petite coquille 24. Et OK sur ce principe. Ça paraît un petit peu ésotérique, mais on a comme ça ces périodes qui vont glisser gentiment. Le tout, vous le comprenez, hein, c'est vraiment pour autant que faire se peut, limiter l'impact négatif pour les entreprises. Donc, c'est pour cela qu'au niveau de la réglementation, on est venu essayer bien de faire ces périodes et de limiter justement, de réguler automatiquement le solde au fur et à mesure de l'arrêt qui perdure. Je vous ai fait un petit question-réponse. C'est des points qu'on avait déjà abordés, notamment lors de la dernière webconférence. Donc voilà, je voulais que vous ayez une plaquette bien complète.
Et donc voilà, on vient de le dire, on vient de dire ces points, mais ça me semblait important de vous les. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, hein, de l'obligation de ce délai, d'informer de ce délai de 15 mois. Ben, la réponse, celle que je vous ai faite, c'est que de toute façon, ce délai de 15 mois, il est pour vous. Dès lors que ben, vous n'entendez pas bénéficier de ce délai, quelque part, vous lésez pas le salarié à ne pas l'informer de ce délai. La seule personne que vous lésez, c'est vous, parce que bah, du coup, vous ne pourrez pas, à un moment ou un autre, dire aux salariés, bah, attendez, regardez, là, ces droits-là, vous êtes revenu d'arrêt il y a 15 mois, donc ces droits, vous auriez dû les prendre, donc ils sont perdus. Si vous avez des questions hein, sur les congés payés, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Pour poursuivre, je vous ai indiqué hein, pour les entreprises de 50 salariés et plus, on va avoir un mécanisme obligatoire de négociation. Dès lors que vous avez un délégué syndical, vous avez une négociation obligatoire qui va donc devoir s'ouvrir avant le 30 juin 2024. Cette négociation, ça va tourner autour de la définition donc de ce qui va constituer pour vous l'augmentation exceptionnelle, la notion d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, ce qui va du coup être votre définition. Donc, à négocier dans le cadre de cet accord à venir. Et ensuite, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Quelles vont être les modalités de partage que l'on définit bien dans le cadre de cette augmentation, si jamais elle survenait, hein. Si vraiment la définition que vous allez poser, eh bien, finalement, elle survient, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est là pour le coup, va pouvoir prendre toutes les formes que l'on souhaite, hein. Ça va du supplément d'intéressement, de participation, à l'ouverture d'une négociation, au versement d'une prime de partage de la valeur, etc., etc. C'est une négociation qui n'est pas vraiment bornée, hein. Il n'y a pas dans le Code du travail de définition précise justement de ce qu'est une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Et donc, on va avoir à négocier autour de cela. Donc, l'obligation, elle est d'ouvrir, d'engager une négociation. C'est pas d'aboutir, hein. Si on n'arrive pas à aboutir, ben, on constatera une carence, un désaccord, et à ce moment-là, ben, vous aurez rempli vos obligations quant à l'ouverture de la négociation. Vous avez en lien, hein, je vous ai mis en lien le PDF hein, directement qui a été mis sur le site du ministère du Travail, le PDF donc du question-réponse, donc qui détaille ce dispositif et notamment qui apporte pas mal de précisions donc, pour les entreprises qui sont visées, hein. Et je le rappelle, ne sont visées les entreprises avec donc délégués syndicales ou plusieurs délégués syndicaux et qui ont au moins 50. Je voulais revenir là-dessus parce qu'on on avait évoqué cet arrêt de jurisprudence il y a quelque temps et l'URSSAF a été un peu long à remettre à jour le bulletin officiel de la sécurité sociale. Et donc, c'est acté désormais, hein. C'est acté, ça a été mis en ligne donc il y a quelques semaines sur le BOSS. On a tout simplement la condition sur laquelle l'URSSAF s'arc-boutait précédemment
qui indiquait que ne pouvaient être des cas de dispense valables uniquement les salariés qui étaient ayant droit du régime famille obligatoire du conjoint, ben ça, niet. Peu importe, hein, nous a dit la Cour de cassation il y a quelques mois, peu importe que ce soit un régime facultatif, famille, ou un régime obligatoire, famille. L'essentiel, c'est que le régime du conjoint soit un régime obligatoire, mais le régime obligatoire, par définition, si c'est un contrat collectif mis en place par l'entreprise du conjoint, ce sera un régime obligatoire. Donc, dans l'attestation de droit, dans le document certifiant que votre salarié est ayant droit, peu importe donc qu'il y ait marqué que c'est un ayant droit famille obligatoire ou un ayant droit à tout. Dans tous les cas, c'est un contrat obligatoire, donc ça doit être visé, un contrat obligatoire, peu importe que pour l'ayant droit, ce soit facultatif ou pas. Donc ça a été vu et visé donc au boss dans les paragraphes. Je vous ai mis le lien hein, pour aller consulter le boss là-dessus. Ça a été vu sur le paragraphe 810 et 870. À la petite précision que sur le 870, on nous indique hein, que l'entreprise, alors c'est assez curieux, hein, dans le 810, on nous dit que c'est de plein droit pour le salarié, que c'est d'ordre public. Ça veut dire que d'ordre public, ça s'impose à tout le monde. Et dans le 870, comme l'URSSAF semble un petit peu mal à l'aise par rapport à son ancienne interprétation, elle indique que une entreprise pourrait exiger le famille obligatoire dans sa DUE. Alors, il y a deux choses. Un, je vois pas bien pourquoi l'entreprise exigerait le famille obligatoire, puisque ben, si on ouvre les cas de dispense, ce sera peut-être plus avantageux d'avoir plus de dispenses. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si dans le paragraphe 810, elle nous confirme, l'URSSAF, que c'est un cas de dispense d'ordre public, je vois pas bien comment l'entreprise, sur un cas de dispense d'ordre public, elle, elle pourrait mettre une condition supplémentaire à ce cas de dispense d'ordre public. C'est vrai que c'est un peu étrange. J'ai celle qui me dit, et peu importe la date à laquelle il nous fournit le justificatif, bah, le salarié, il a une dispense d'ordre public qui s'ouvre à lui, donc a priori, oui, c'est pas dans tous les cas, il faudra renouveler, faire une demande de renouvellement du justificatif tous les ans, hein, mais il n'y a pas vraiment à mon sens, il n'y a pas vraiment de date précise. J'ai pas vu une question précédente. Si l'entreprise de plus de 50 salariés n'a pas de délégué syndical, est-ce qu'elle est dispensée de cette obligation donc de négociation, d'ouvrir la négociation au premier, enfin avant le 30 juin? Oui, réponse oui. Ça ne vise que les entreprises de 50 et plus avec délégué syndical. Dernier point que je voulais évoquer avec vous ce soir, c'est cette jurisprudence. Cette jurisprudence qui est un peu particulière parce que on a un salarié victime d'un accident de travail. C'est des cas qui arrivent assez souvent hein, dans les dossiers que l'on a en charge au cabinet. On constate assez régulièrement cela. Le salarié, il est un athée, il est un athée, il est un athée. Il est un athée, et puis, passé quelques mois d'athée, eh bien, il va plus transmettre des athées, mais il a jamais repris le travail, mais il transmet des arrêts en maladie. Et là, ben, en arrêt maladie, ça va se poursuivre quelques mois également. Et bien, suite à cette maladie, le salarié ben, va à la médecine du travail, visite de reprise, et ben là, le médecin, euh, au vu de cette situation, indique dans son avis que l'inaptitude hein, a une origine donc non professionnelle, maladie ou accident non professionnel. Ben, donc l'entreprise, elle en tire les conséquences, et donc elle va verser, je ne sais pas si vous avez ça en tête, hein, mais les droits ne sont pas les mêmes.
en termes de rupture, puisque quand vous êtes inapte suite enfin, quand on ne peut pas vous reclasser suite à une inaptitude et que vous êtes licencié, donc quand c'est suite à une maladie standard ordinaire, le salarié va avoir droit à une indemnité de licenciement, donc indemnité conventionnelle ou légale en fonction du plus favorable. Il n'y a pas de préavis. Sur un licenciement inaptitude suite à un accident de travail ou maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnisation bien plus favorable, puisqu'il a droit donc à une indemnité légale de licenciement doublée, ou l'indemnité conventionnelle si plus favorable, plus une indemnité équivalente à une indemnité compensatrice de préavis. Donc en fonction de son ancienneté, les droits vont être quand même bien plus importants dans le cadre d'une aptitude suite à accident de travail. Là, le médecin du travail, il avait mis maladie ou accident non professionnel. La Cour de cassation, elle suit la Cour d'appel. La Cour d'appel avait retoqué, avait dit non, l'inaptitude est professionnelle, est en lien avec un accident de travail. Et la Cour de cassation, elle confirme. La Cour de cassation, et ce que je vous disais tout à l'heure, l'arrêt est quand même rédigé de manière plutôt générale, justifie légalement, je lis, hein, justifie légalement sa décision, la Cour d'appel, qui, pour dire que ces règles protectrices, donc accident de travail, trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident de travail était à l'origine du premier arrêt du travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident de travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Et c'est assez curieux parce que c'est pas parce que le premier arrêt euh, a été un accident de travail que l'inaptitude est forcément, enfin c'est assez nouveau en fait comme interprétation, que forcément c'est en lien avec l'accident de travail parce que sur une période d'un an, 2 ans, 3 ans, il peut s'en passer des choses. La Cour de cassation, dans cet arrêt, elle semble quand même nous faire nous dire une vérité juridique. Si le premier arrêt est un athée, eh bien, le salarié n'ayant pas repris son travail, finalement, j'ai presque l'impression qu'elle nous dit peu importe qu'il ait été en arrêt maladie après, le premier arrêt était un athée, il s'est arrêté pour de l'athée, donc il y aura forcément pour la Cour de cassation un lien avec l'accident de travail. C'est une jurisprudence qui est assez questionnante, mais c'est vrai que la Cour de cassation semble en tirer un principe, hein. Il y a eu plusieurs arrêts jugés à la même date dans ce sens-là. Ça ressemble quand même à quelque chose que l'on risque d'avoir euh, dans l'avenir. Une interprétation qu'on risque d'avoir dans l'avenir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce soir? J'ai fini ce que j'avais prévu de voir avec vous. Donc, forcément, beaucoup de congés payés, hein. On a énormément de questions pratiques. Donc, au cabinet, hein, beaucoup de demandes de votre part. On a une réglementation qui est quand même relativement fumeuse, relativement mal écrite. Et c'est vrai que c'est important de se poser un peu par rapport à justement une demande et affiner comme cela, période de référence après période de référence, et bien quels étaient les droits, est-ce qu'on a une rétroactivité qui est partie toute seule, qui part toute seule, etc., etc. N'hésitez pas sur tous ces cas hein, à nous passer justement, passez-nous un petit message, passez-nous un petit mail pour nous exposer la situation, vous exposer la demande de vos salariés, éventuellement ce que vous auriez crédité en termes de droit, puis nous on vérifie tout ça et puis on vous dit. J'ai une question, pouvez-vous repréciser la rétroactivité des CP par rapport à l'AT? Oui, je peux le repréciser. En fait, sur la loi dit que l'acquisition de l'AT sans limite n'est pas rétroactive.
Donc on s'en limite, hein, à ce que l'on a déjà versé, a priori à l'époque, hein, puisque avant cette loi, avant, le 24 avril 2024, hein, les salariés qui étaient annotés avaient droit, à la maintien d'acquisition pendant les 12 premiers mois et puis plus rien. Le texte, hein, ne vise pas la rétroactivité, pour l'accident de travail ou la maladie professionnelle. Donc, on reste sur ces 12 mois et puis plus rien.